Il nous disait qu'un homme qui travaille bien et qui a de la conduite est toujours sûr de ne manquer de rien. Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'ils y croyaient. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que c'était vrai. Pour parler plus précisément, il croyait que l'homme qui se cantonne dans la pauvreté était certain d'y trouver une sécurité totale. Il était entendu que celui qui voulait sortir de la pauvreté risquait de tomber dans la misère. C'était son affaire. Il rompait le contrat conclu avec le sort. Mais on n'avait jamais vu que celui qui voulait se borner dans la pauvreté fut condamné à retomber perpétuellement dans la misère. Il ne pouvait prévoir cette monstruosité moderne, cette tricherie nouvelle, cette invention, cette rupture du jeu, que celui qui ne joue pas était condamné à perdre continuellement. Charles Péguy, en 1913, dans son essai éponyme, nous parle d'argent et il y dénonçait la disparition d'un monde ancien au profit du règne moderne de l'argent qui, selon lui, critiquait l'école, corrompait les mœurs et, a fortiori, le peuple et la morale. Et c'est vrai que, plus particulièrement encore en France, on a un rapport particulier à l'argent, intime, pudique, conflictuel parfois. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on dit que l'argent est un sujet tabou en France. Encore aujourd'hui, on enseigne à beaucoup d'enfants que pour vivre en sécurité, il faut bien travailler à l'école, obtenir un emploi stable, mettre un petit peu d'argent de côté tout au long de sa vie, se compter sur notre système de santé pour nous protéger en cas de besoin, sur notre système de retraite pour nous assurer le minimum, et sur la solidarité intergénérationnelle pour nous assurer de répondre à nos besoins si un jour nous étions plus en capacité de le faire. Comme si, d'une certaine façon, la sécurité, pour ce qui est de notre argent, était une vertu morale à laquelle tout le monde devait peu ou prou aspirer. Pourtant, en 100 ans, le monde a changé. Nous ne consommons plus comme avant. Nous n'échangeons plus, nous ne communiquons plus comme avant, nous ne travaillons plus comme avant, bref. Nous ne vivons plus comme il y a 100 ans. Et pourtant, notre rapport à l'argent, paradoxalement, a très peu changé. Je ne vous parle pas tant là de la façon de placer ou de gérer son argent, mais bien de notre rapport culturel, presque moral, à notre argent. Et l'objectif de cette intervention, c'est de casser ce paradigme et de faire prendre conscience que ce sujet-là est central dans tous les domaines de notre vie. Et il revient à nous de faire de ce sujet un sujet subi ou alors un outil à la réalisation de nos projets, et d'enfin mettre l'argent au service de nos vies, et de ne plus le considérer comme un simple outil que l'on tente d'accumuler par habitude, par peur, ou ne serait-ce que culturellement. Et pour cela, je vous propose de vous parler de mon amie Marie. Marie, on a fait nos études ensemble. Elle est devenue, à 25 ans, clerc de notaire. Elle gagnait 1 800 € par mois et elle vivait dans une grande métropole seule et devait assumer seule la charge de son logement et de sa vie courante. Et du plus loin dont je me souvienne, mon amie Marie a toujours été sujette à une grande crainte, une grande incertitude chevillée au corps, qui était de se dire, si un jour il m'arrivait quelque chose, comment est-ce que je pourrais répondre à mes besoins, alors que je n'ai ni proche ni famille pour m'aider financièrement. En clair, elle se posait d'une certaine façon la question de sa potentielle dépendance. Et savez-vous, quel est le coût de la dépendance en France ? C'est entre 50 000 et 150 000 €. Alors le prisme est large, hein. Il dépend bien évidemment du degré de dépendance, la durée de celle-ci, et dans des cas fort heureusement rare, mais malheureux tout de même, on peut même aller au-delà. Et pour illustrer ce propos, j'aimerais vous poser une question. Depuis combien de temps, en tant que société, nous nous sommes dépossédés de ces questions-là liées à notre argent, entre autres dans ce cadre-là, le cas de notre dépendance, et depuis combien de temps avons-nous délégué
à un État-providence le rôle de répondre à nos besoins et de nous assurer une survie en cas d'accident ou un cas d'incapacité. Depuis combien de temps nous sommes-nous dépossédés de ces questions, reléguant ces questions-là à une attitude et à une habitude culturelle? Et pour illustrer mon propos, j'aimerais vous donner un exemple récent. J'ai quelqu'un qui un jour a passé la porte de l'étude. C'était un fils unique. Il avait 65 ans, c'était un néo-retraité. C'est le terme qu'on emploie maintenant communément pour appeler les personnes qui viennent tout juste de partir à la retraite. Ça donne quelque part l'impression qu'on est encore jeune pendant quelques années. C'était un néo-retraité. Et il avait 2 parents qui sont tombés gravement malades. Et les pensions de retraite ne suffisaient pas à couvrir les frais de la maison médicalisée. Alors il a fallu trouver des solutions. Au début, on pioche dans l'épargne. Puis quand il n'y a plus d'épargne, on fait des fonds de tiroir. Puis quand on a raclé les tiroirs, il faut qu'on demande de l'aide. Et cette personne-là était allée voir son banquier en espérant de sa part trouver une solution à son problème. Et vous savez ce que lui a répondu le banquier ? Il est rentré dans une espèce d'arithmétique mortifère et lui a simplement répondu « Eh bien, monsieur, c'est simple. On va revendre la maison et on va espérer qu'un de vos parents disparaisse rapidement. » Alors j'ai bien conscience qu'à ce moment-là de la soirée, on n'est pas nécessairement sur l'anecdote la plus vivifiante et la plus réjouissante non plus. Mais c'est simplement pour faire comprendre le coût de la dépossession de ces sujets-là dans notre quotidien. Mais revenons rapidement sur mon amie Marie, si vous le voulez bien. Mon amie Marie, aujourd'hui, elle a 35 ans. Elle ne vit plus en métropole, elle vit maintenant en proche banlieue. Elle a un salaire de 2 200 € par mois, qui correspond peu ou prou au salaire médian en France. Ça veut dire que la moitié des Français gagnent plus que mon amie Marie, et l'autre moitié des Français gagnent moins que mon amie Marie. Et aujourd'hui, elle vit en couple, avec quelqu'un qui gagne peu ou prou la même somme qu'elle. En clair, en 10 ans, mon amie Marie, qui avait, elle, l'habitude d'assumer seule les charges de son loyer, de son foyer, maintenant les partage avec quelqu'un. Et à eux deux, ils gagnent 4 400 € par mois. Leur situation s'est donc grandement améliorée. Pourtant, continuellement, elle reste sujette aux mêmes craintes et aux mêmes assertions, qui est de se dire, si jamais demain il m'arrivait quelque chose et que pour quelque raison que ce soit je ne puisse plus travailler, comment est-ce que je pourrais continuer à maintenir mon niveau de vie ? Parce que tout est une question de niveau de vie. Ce qui s'est passé pour mon amie Marie, la raison pour laquelle elle a toujours les mêmes craintes alors que sa situation s'est grandement améliorée, c'est tout simplement parce qu'elle a pris l'habitude d'adapter son train de vie en fonction de son argent, et non l'inverse. Je vous avais dit que mon amie Marie, elle avait un salaire médian. Et imaginons un Français médian qui, en 1986, aurait eu 25 ans, et qui aurait eu la bonne idée de se dire, tiens, je vais mettre 10% de ce que je gagne de côté tout au long de ma vie. En 2025, il aurait donc 65 ans, 2026. Il serait maintenant un néo-retraité, lui aussi. Et à votre avis, combien est-ce qu'il aurait épargné tout au long de sa carrière professionnelle ? À peu près 170 000 €. Et s'il avait eu la bonne idée de convaincre son conjoint ou sa conjointe de faire la même chose, ça ferait plus de 300 000 € d'épargne dans le foyer. Or, le patrimoine financier moyen d'un retraité aujourd'hui en 2026 en France, c'est à peu près 60 000 €. Pourquoi un si gros écart ? Tout simplement, et je vous demande d'entendre la phrase qui suit, non pas comme une leçon de morale, mais comme une invitation à la prudence, parce que nous sommes très nombreux à vivre au-dessus de nos moyens. Parce que l'argent est utilisé là où il est disponible. Combien d'entre nous avons déjà eu à épargner pour un projet quelconque, que ce soit l'acquisition d'un appartement ou d'une maison, que ce soit pour réaliser un voyage avec nos proches ou pour faire un cadeau. Et un jour, une dépense imprévue est arrivée. Il a fallu, par exemple, changer de voiture.
Et alors qu'on a toujours eu l'habitude de rouler dans une certaine gamme de véhicules, comme l'argent était disponible, eh bien on l'a utilisé. Retenez bien ça. Les dépenses à court terme paraîtront toujours plus légitimes que les projets à long terme. L'argent viendra toujours au centre de votre vie, puiser le moindre espace qu'il peut avoir pour changer de main si vous ne cherchez pas à le retenir. Et comment le retenir ? Mon amie Marie, un jour, a eu un déclic et elle en a eu marre. Marre d'être chaque jour confrontée à cette même angoisse. Et elle a décidé de reprendre en main ce sujet-là, pourtant essentiel à sa vie. Elle a voulu revenir au centre du jeu et pour la première fois de sa vie, mettre enfin son argent au service de ses projets. Et il lui fallait donc une méthode. Alors le premier réflexe naturel, ce serait de faire un état critique de sa situation immédiate en listant très simplement, dans 2 colonnes, les revenus et les dépenses. Je vous invite à ne pas vous lancer dans cette voie-là. J'aimerais d'abord que l'on se concentre ensemble, si l'on veut vraiment reprendre ce sujet-là et le mettre au cœur de nos projets, nous concentrer dans un premier temps sur vos projets. Posez-vous d'abord face à une feuille blanche et posez-vous la question de ce qui fait sens pour vous, de ce qui est vraiment important. Est-ce que c'est pour certains vivre dans un appartement plus grand, d'autres dans une belle propriété, acheter une nouvelle voiture, ne pas trop souffrir quand on paye les factures, pouvoir voyager à travers le monde, quelle que soit la raison, quel que soit votre objectif profond, ce qui vous anime, notez-le, puis hiérarchisez-le. Définissez des priorités, ce qui est vraiment important pour vous et ce qui relève de la quête secondaire. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que vous commenciez à budgétiser. J'entends parfois, dans le discours quotidien, des personnes dire « Moi, je veux devenir libre financièrement ». Mais êtes-vous posé la question de savoir combien coûtait votre liberté financière ? Ma liberté financière n'est pas nécessairement votre liberté financière. D'autres me disent « Moi, je veux aider et protéger mes enfants ». Mais à combien est-ce que vous estimeriez et comment est-ce que vous voulez aider mes enfants ? Vos enfants. Parce que la façon d'aider mes enfants que je n'ai pas encore et votre façon d'aider vos enfants ne sera pas la même. Parce que les objectifs qui sont sous-tendus ne sont pas les mêmes. Et une fois qu'on en a fait ce travail-là, on peut se concentrer sur l'état critique de nos revenus et de nos dépenses. Et là encore, on a tendance à se concentrer que sur la colonne des dépenses, en se posant la question de savoir quelles dépenses on peut supprimer, quelles sont celles que l'on peut rogner, quelles sont celles qui méritent d'exister et celles qui ne doivent pas être abandonnées. C'est nécessaire. Mais la colonne oubliée, c'est souvent celle des revenus. On a bien évidemment notre revenu de travail, notre revenu d'activité, mais aujourd'hui, grâce à l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, et plus globalement, même au régime du statut d'auto-entrepreneur, il est très facilement possible aujourd'hui de monétiser ce qui pour certains est un passe-temps, pour d'autres une passion, et pour quelques rares peut-être une vocation, mais qui nécessairement n'est pas notre revenu d'activité. Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai une amie qui est très bonne couturière et à qui je suis très content d'emmener mes vêtements quand ils doivent être repris. Pourtant, c'est pas son métier. C'est pas son métier, mais elle aime faire ça de son temps libre. Et moi, je suis heureux de participer à son émancipation financière et à la réalisation de ses projets futurs. Donc, faire un état concret de ses revenus et de ses dépenses et de définir avec soi-même un objectif, un business plan, un plan d'action pour la réalisation de ses projets futurs. Et enfin, dernier point, aller chercher de l'aide. Moi, je ne crois pas fondamentalement à l'histoire du self-made man ou du self-made woman pour ce qui est des sujets relatifs à notre argent. Je pense que l'on a tous des biais, des croyances, des œillères qui nous empêchent de voir notre situation dans leur ensemble.
Et bien évidemment, on va avoir besoin de s'associer à des personnes qui vont avoir une vision plus globale de notre situation particulière et qui peut-être même certaines fois vont avoir des intérêts divergents aux vôtres. Je ne vous demande pas bien évidemment de mettre tout votre avenir financier dans les mains d'une seule personne. C'est généralement d'ailleurs ce qu'on fait avec le banquier. Non, c'est de réellement construire une équipe, d'aller voir peut-être un banquier, peut-être un notaire, peut-être un comptable, un avocat, un conseiller en gestion de patrimoine, peut-être même un ami. Une équipe de personnes qui vont voir votre situation par un autre angle que vous la voyez et qui vont pouvoir se libérer de vos biais. Et grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir remettre l'argent au service de votre vie et vos projets au centre du jeu. Vous voyez, en 1913, Peggy nous racontait la disparition d'un monde ancien où seul celui qui jouait risquait de perdre, au profit d'un monde moderne où celui qui ne joue pas est sûr de perdre continuellement. Et il s'est passé 100 ans. Alors je vous propose ce soir de ne plus perdre une seule minute et d'enfin prendre la décision de remettre vos projets au centre du jeu et d'enfin utiliser l'argent comme un outil au service de votre vie. Merci de m'avoir écouté.